Dans cette vidéo, je vais répondre à toutes vos questions FAQ numéro 2. Bonjour à tous, bienvenue sur Web Market School, la chaîne dédiée à la génération de prospects sur Google Ads. Dans cette vidéo, je vais de nouveau vous laisser la parole et répondre à vos questions que vous m'avez posées sur le Discord. Pour ceux qui n'étaient pas au courant ou qui ne sont pas au courant, je pense qu'il y en a un paquet d'entre vous, dans le Discord de Web Market School, il y a un channel FAQ sur lequel je vous propose de me poser toutes vos questions, toutes les difficultés que vous rencontrez sur Google Ads, sur votre business, etc. Et puis voilà, je vais faire des FAQ réguliers pour y répondre. Alors évidemment, je ne peux pas répondre encore une fois à tout le monde, parce que je reçois beaucoup de questions, mais j'essaie encore une fois de vous partager mon expérience au mieux, et donc ces FAQ en font partie. Donc si le format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'en ferai plus régulièrement. Évidemment, pour pouvoir me poser vos questions, rejoignez le Discord, qu'est-ce que je vous dise de plus? C'est gratuit, il y a plus de 350 membres à l'heure où je tourne cette vidéo. Je vous mettrai évidemment le lien du Discord en commentaire pour que vous puissiez le rejoindre si ce n'est pas déjà fait. C'est parti, on attaque. Alors, première question de Wither12. Salut Thomas, c'est top. Alors, première question, dans un seul et même compte, peut-on avoir plusieurs campagnes dans le même domaine? Pompe à chaleur. Exemple, d'avoir une campagne PAC financement dans le Nord et une autre toujours dans la PAC mais en Bretagne et sur la même balise de conversion, etc. Bah oui, tout à fait. Alors, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Donc là, en fait, ta question, c'est savoir est-ce que tu peux avoir les mêmes campagnes, mais qui sont sur des secteurs géographiques différents. Donc bon, ça s'adresse dans ton cas, mais je pense que ça s'adresse à pas mal d'autres business qui vont avoir par exemple des services sur certaines régions de France ou dans divers pays. Oui, tout à fait, vous pouvez faire ça, il n'y a pas de souci. Ce qu'il faut juste éviter, c'est l'overlap, donc avoir des campagnes qui se chevauchent. Donc si vous avez les mêmes sections géographiques, les mêmes mots-clés, les mêmes campagnes, ça c'est pas bon, vraiment éviter. Donc il faut vraiment que les campagnes soient hermétiques les unes aux autres pour éviter l'autoconcurrence et surtout l'éparpillement des données entre deux campagnes, ça bloque l'algo. Encore une fois, c'est plus de l'expérience que je vous partage là-dessus. Ça m'est déjà arrivé d'avoir parfois des mêmes campagnes qui se chevauchent et souvent ça bloque les algos, vous diffusez moins et vous avez des moins bonnes performances qu'une seule campagne qui condense tout. Aussi, de manière générale, évitez d'avoir 150 000 campagnes. Enfin, plus en fait vos zones géographiques ou vos éléments sont regroupés dans une seule campagne, plus l'effet d'apprentissage va être fort et plus vous allez avoir une part d'impression et un volume de diffusion plus élevé. Pas forcément de meilleurs résultats, mais un volume de diffusion plus élevé puisque la variété et le volume disponible au sein d'une même campagne sera plus élevé. Je le rappelle, les algorithmes de Google, même si j'aime pas trop parler de technicité, optimisent au sein d'une même campagne. Et donc, comme un algorithme, encore une fois, a besoin de volume pour correctement apprendre sur un marché et vous apporter les meilleures performances possibles, plus votre campagne est nichée, plus elle est petite et plus son volume de diffusion est faible, moins Google va vous diffuser puisque de toute façon, son algo ne sera pas capable d'apprendre correctement sur votre marché. Donc, gardez-le en tête, mais de base, oui, on peut le faire. Deuxième question, peut-on sur le même compte avoir deux campagnes, toujours dans exactement le même domaine, l'une dans l'Île-de-France, l'autre dans le Nord? Est-ce que ça va impacter l'une des deux campagnes vu que je vise un même secteur commun sur les deux? Bah voilà, j'ai répondu. Non, ça n'impacte pas, par contre c'est pas forcément optimal. Allez, deuxième question de Corentin qui me dit « Hello, question assez récurrente et sur laquelle le doc Google est pas dingo. Comment setup un tracking de conversion en multi-domaine avec GTM ?» Très bonne question de Corentin. Alors, je te cache pas que le multi-domaine c'est vraiment prise de tête. C'est assez compliqué via GTM. Je ne vais pas te l'expliquer là dans cette vidéo parce que c'est un peu compliqué. En revanche, j'ai une vidéo que j'ai tournée il y a, je pense, 3-4 ans qui t'explique comment faire ça. Je te le mettrai dans le lien de la vidéo. Je te montre comment sur GTM tu peux faire pour mettre en place le suivi multidomaine. C'est toujours d'actualité parce que ça n'a pas bougé pour le coup. Donc voilà, je te mettrai le lien et ça devrait répondre à ta question. Troisième question de Lock and Load. Quelqu'un sait si un tracking server-side avec GTM peut traquer les interactions dans un iframe. Mes optimes ne peuvent pas s'intégrer soit en iframe, soit avec du code HTML et mon dev ne pas trop se fatiguer à inclure les JS et faire du HTML. Alors, les iframes. Que dire des iframes? Je pense que c'est la pire chose d'un point de vue tracking pour Google. C'est un vrai enfer. Donc déjà, mon premier conseil pour toi, ça va être d'éviter les iframes. Si tu as une technologie qui te permet juste d'éviter les iframes, c'est magnifique. Ça va t'éviter vraiment des heures et des heures à t'arracher les cheveux sur le tracking. Si tu n'as pas le choix, c'est très complexe. J'ai pas la solution pour toi. En revanche, je sais qui pourra te la donner. Je te conseille d'aller sur le groupe Facebook Ads de Simo Ava et celui d'Analytics Mania.
Alors, je vais écorcher son nom, mais c'est Fedovrius, il me semble. Alex Fedovrius. Bref, il m'excusera. Je te mettrai les liens dans la description de la vidéo. Ces deux groupes-là et ces deux gars-là, c'est juste les meilleurs mecs pour apprendre sur GTM et sur tout ce qui est tracking. Ils sont trop forts. Ce qui est bien, c'est que pour le coup, il y a une vraie communauté et ça répond vite. Donc, pose ta question sur les groupes Facebook et tu vas voir que généralement, en 1 ou 2 heures, tu dois obtenir ta réponse. Voilà, petite technique. Une nouvelle question de Mathieu. Hello tout le monde. Petite question. À quel point c'est important d'enlever les mots-clés redondants dans une campagne? Exemple, si j'ai plaid laine et plaid en laine en mots-clés dans ma campagne. C'est super important pour une seule raison principale, c'est que ça t'évite d'avoir une donnée qui est diluée au sein de ton compte. Typiquement pour tes deux exemples là, plaid, donc c'est quoi? C'est plaid laine et plaid en laine. Tu vas avoir généralement la moitié des mots-clés, la moitié des résultats qui va être sur le premier mot-clé et l'autre moitié de tes résultats qui va être sur le second mot-clé. Et si t'as pas masse de données, forcément c'est moins significatif, c'est plus compliqué pour toi de prendre des décisions, de savoir est-ce que tu dois garder ce mot-clé là ou l'enlever, etc. Surtout que maintenant en plus Google est de plus en plus laxiste sur les types de correspondance et le vrai ciblage. Donc je t'encourage à avoir un mot-clé. De toute façon, faut pas avoir peur de se dire attends, mais si je mets que plaid en laine, je vais peut-être pas diffuser sur plaid en laine. Tu vas diffuser, ne t'inquiète pas là-dessus. Et c'est vraiment de limiter tes mots-clés. En général, dans un autre groupe, essaie d'avoir les 3 à 4 mots-clés max. De toute façon, si ces 4 mots-clés-là traitent de l'ensemble des différentes variantes sur ton marché, ça sera beaucoup plus simple pour toi d'optimiser tes campagnes parce que tu vas voir très vite quelles sont les variantes qui vraiment t'apportent du business et celles qu'il faut couper. Et aussi, ne t'inquiète pas, ça ne te pénalisera pas. Google diffusera largement sur l'ensemble de ton marché si tu as bien fait ton analyse sémantique. Donc enlève tes mots-clés redondants, c'est plutôt une bonne pratique. Question de Rabastano. Les gars, question bête. Il n'y a pas de question bête. Toutes les questions sont bonnes à prendre. Vous mettez directement des audiences ciblées ou d'abord en observation et ensuite vous dupliquez pour cibler les audiences qui ont l'air plus chaudes sur des petits budgets à moins de 100 € par jour? C'est une bonne question, les audiences. D'autant plus vers l'évolution de Google Ads aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si tu parles du search ou du display. Alors, si tu es sur du search, ce qui est pas mal, c'est de mettre un maximum d'audience en observation, de voir comment se comportent justement ces audiences sur le search, et ensuite d'utiliser ces audiences-là, soit pour faire du ciblage d'audience avec de la requête large. Donc, c'est-à-dire que si tu as des campagnes search avec des types de correspondance en exact ou en expression exacte, et que tu vois qu'il y a certaines audiences qui surperforment ton marché sur ces mots-clés-là, ce qui peut être pas mal, c'est de créer une campagne search en ciblage uniquement de ces audiences-là et pour le coup de mettre des mots-clés en large. Alors attention, si tu fais ça, évidemment, tu travailles bien sur tes exclusions de mots-clés négatifs, tu regardes bien sur quoi tu diffuses et tu essaies vraiment de faire un travail d'élagage régulier. Mais ça va te permettre vraiment d'augmenter ton marché tout en restant sur des audiences qui sont ultra pertinentes. Et le deuxième point qui est intéressant, c'est que si tu fais ça en observation, ensuite pour créer des campagnes display, discovery ou des signaux d'audience, tu vas pouvoir utiliser tes audiences en observation sur le search qui marche le mieux pour créer ensuite tes audiences sur le display, etc. Donc si ça c'est pour le search, mais toujours en observation. Si tu fais du display, du discovery, du YouTube et tout, alors là pour le coup tu mets absolument en ciblage. Parce que si tu mets qu'en observation, ça veut dire qu'en fait tu n'as pas de ciblage. Et là tu vas diffuser sur tout et n'importe quoi. Évite, parce que là tu peux clairement cramer beaucoup de budget sans résultat. Donc dès que tu sors du search, toujours du ciblage. Dès que tu es sur du search, observation. Et ensuite tu itères en fonction des meilleures audiences pour du ciblage, justement sur du display ou du search en mots-clés larges. J'espère que ça répond à ta question. Mathilde, bonjour à tous. Je viens d'être embauché dans une entreprise du bâtiment, isolation thermique des murs par l'extérieur. Je sors d'une reconversion pro et je suis donc chargé de com, mais je découvre Google Ads, je patauge. J'ai lancé ma première campagne la semaine dernière. J'ai un taux de clic de 7%, mais aucune conversion. J'ai un budget de 20 € par jour. Je cherche à comprendre pourquoi je n'ai pas de conversion. Et j'ai un CPC moyen de 1,68 €. J'aime beaucoup cette question. Déjà Mathilde, bravo pour ta reconversion et j'espère que ça va le faire pour toi dans ce nouveau marché et ce fabuleux monde qui est Google Ads. Pour répondre à ta question, en fait, c'est ce que j'explique beaucoup d'ailleurs sur la chaîne de Web Market School, c'est que quand tu lances une campagne, tu t'en fous de ta structuration de campagne, tu t'en fous de ton CPC, etc. Tu dois avoir qu'une seule optique, c'est ton taux de conversion et est-ce que tu fais des conversions. Donc là, t'en fais pas. Et donc du coup, la seule question que tu dois te poser et les seules actions que tu dois prendre, c'est pas sur Google Ads, c'est sur ton site web. Alors, je mets juste un petit disclaimer. Évidemment,
il faut que tu cibles les bons mots-clés au démarrage. Si tu cibles pas la bonne audience, évidemment, déjà reprends ta campagne et assure-toi que tu es bien sur les bons mots-clés. Une fois que tu es sur les bons mots-clés et si tu n'as pas de conversion, c'est pas une question de Google Ads, hein. C'est que ton offre, ton funnel marketing va pas. Ou alors tu as une erreur de tracking, vérifie ton tracking évidemment. Mais si tu vois que tout fonctionne et que tu n'as toujours pas de conversion, là ton problème c'est ta page. Donc là sur l'isolation des murs extérieurs, c'est quelque chose qui va pas. T'as pas compris quelque chose, ou alors il y a peut-être un bug sur ton formulaire, ou il est trop complexe à remplir, je ne sais pas, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est ton offre qui va pas versus ton marché là. Donc dans ces cas-là, c'est pas Google Ads, c'est à voir avec ton manager, ton boss ou toi-même si tu as la main sur le site web, quels sont les tests que tu peux mener pour créer des nouvelles variantes, revoir ton offre. Et généralement, tu vas arriver à un moment où tu as trouvé le sweet spot et tu as enfin des conversions et c'est rentable. Et là, tu peux attaquer la structuration de campagne, les stratégies d'enchères, essayer de faire baisser ton CPC, etc. Voilà Mathilde, j'espère que ça t'aide. Question de Valentin. Salut tout le monde, j'ai une petite question. J'ai un client en serrurerie sur une campagne. J'ai un nombre d'impressions énorme alors que je cible qu'une seule ville. Comment vous expliquez ça ? Et dans les mots-clés, je ne veux pas le nombre de clics indiqués sur le dashboard, ni même les termes de recherche. Je pense que tu ne vois pas peut-être. Bon, déjà, tout ce qui est serrurerie, plomberie, dépannage, etc., c'est les marchés les plus durs sur Google Ads. Donc déjà, Valentin, bon courage, c'est très dur. Si tu as un nombre d'impressions énorme, j'ai envie de te dire, soit réduis tes enchères ou cut tes mots-clés. Si tu es en large, passe en expression exacte, passe en mots-clés exacts, puis tu verras. Il faut que tu regardes aussi tes termes de recherche, peut-être que tu diffuses sur tout et n'importe quoi. Mais voilà, si tu trouves que tu diffuses trop, tu as deux leviers. Soit tu réduis tes mots-clés et tu essaies de réduire ta cible, soit tu baisses tes enchères de manière à prendre moins de parts de marché et moins diffuser. Pour ce qui est de ta deuxième question, si tu veux changer la manière d'afficher, tu vas sur Google Ads, tu prends le rapport et tu vas à droite et tu vas voir que tu as un petit onglet, enfin pas un petit onglet, un petit icône avec des colonnes. Tu cliques dessus, là tu vas pouvoir modifier les colonnes et là tu mets ce que tu veux. Voilà. J'ai une vidéo que j'ai faite il y a 2-3 ans sur comment justement analyser tes résultats et te faire ton propre dashboard. Je te le mettrai dans la description de cette vidéo. Ça devrait t'aider. Question suivante de MZB. Comment est-ce que vous êtes formé ? Combien de temps est-ce que cela vous a pris avant de vous lancer ? Avez-vous fait des erreurs avec vos tout premiers clients ? Merci MZB pour ta question. C'est hyper pertinent. Comment je me suis formé ? J'ai fait une vidéo à ce sujet aussi. Je te mettrai le lien de la vidéo en commentaire, mais globalement je me suis formé en faisant. De toute façon Google Ads c'est du learn by doing, évidemment apprendre les bases au début, mais après clairement comment est-ce que tu progresses sur l'outil, c'est juste en essayant de voir toutes les situations possibles, imaginables et en apprenant de tes erreurs. Et surtout en ayant une bonne méthodologie le plus vite possible qui te permet de progresser, de comprendre où est-ce que tu as fait des erreurs et pouvoir tout de suite les corriger et puis les faire ensuite. Donc des erreurs, j'ai tout fait, sincèrement, que ce soit au niveau des campagnes, que ce soit avec des clients. Alors peut-être que tu es aussi indépendant et que tu es freelance Google Ads. Pareil, en fait c'est à toi de trouver ta méthode de travail et tout ton discours marketing pour apprendre à closer des clients, savoir quoi dire, comment te présenter, trouver ton positionnement, etc. Donc là pareil, c'est du test, c'est du learn by doing. Combien de temps ça vous a pris avant de vous lancer ? En fait je me suis lancé dès le jour 0, ce que je te dis, si tu te lances pas, tu peux pas savoir. Donc faut que tu te lances de toute façon pour progresser et il faut que tu fasses. Ça c'est extrêmement important. Si vraiment tu es en galère de méthode de travail, tu sais pas comment te former en tant que freelance, tu peux rejoindre la formation L'accélérateur de Bruno Guyot. Pour l'avoir suivi moi-même il y a quelques années, elle est excellente cette formation. Et en plus Bruno met très régulièrement à jour le contenu, il est excellent et puis il y a une vraie communauté. Donc ça je te mettrai le lien aussi en description. Je t'encourage vraiment à rejoindre cette formation, c'est une des meilleures je pense, si t'es freelance Google Ads. Voilà MZB, bon courage. Hello Thomas, bonne fête, passez de bons moments en famille et amis. Ok, je sais pas de quoi tu parles mais ça me fait plaisir. Je voulais connaître votre avis d'expert sur les services proposés sur internet pour les fraudes au clic sur Google Ads comme ClickSeeds. Est-ce que c'est vraiment utile ou pas ? Avez-vous des clients qui l'utilisent ? Est-ce que tu as des bons résultats ou pas ? Merci d'avance. Ouais, clairement c'est un plus. Alors si tu veux, ClickSeeds, ouais, ça fonctionne bien, mais parfois ça fonctionne trop bien parce qu'en fait il faut comprendre comment est-ce que l'outil fonctionne. C'est-à-dire que quand il va remarquer qu'il y a de la fraude au clic, ce que va faire ClickSeeds, c'est qu'il va supprimer l'adresse IP sur laquelle il a identifié la fraude au clic. Le problème, c'est que les 3/4 du temps, on utilise quand même des IP mutualisés, des IP qui ne sont pas du tout dédiés. Et ce qui se passe, c'est que des faux clics, il y en a quand même beaucoup, 50% du web c'est du bot. Et parfois en fait tu vas exclure juste des IP en masse et qui représentent une bonne partie de ton audience. Alors souvent la fraude au clic, si tu te poses la question, c'est peut-être tu es sur des marchés genre sur la serrurerie, la plomberie et tout, qui sont sur des zones géographiques assez réduites. Et en fait, si tu utilises ClickSeeds, il va juste virer toutes les IP
de ta zone. Donc par exemple, si tu prends, je sais pas, Paris, toi typiquement là je suis en train de tourner la vidéo à WeWork à Paris. C'est une IP dédiée sur tout le réseau. Du coup, s'il y a un bot qui sort de WeWork, ClickSys va supprimer l'IP, mais du coup il va supprimer l'IP de tout WeWork. Ce qui fait que typiquement dans WeWork, il y a plein de personnes qui vont effectuer des recherches à la journée, qui sont dans ton audience, mais qui finalement vont juste être supprimées parce que l'IP est dédié et parce qu'il y a eu un gars qui a fait de la fraude au clic. Tu vois. Donc en fait, ClickSys, le truc c'est que quand tu l'utilises sur du long terme, tes campagnes arrêtent de diffuser parce que ça exclut tellement d'IP que tu te prives d'une énorme partie de ton audience, quoi. Donc je suis assez mitigé avec ce truc. C'est bien d'utiliser au début vraiment pour aller virer les principaux bots, mais en fait ça te sert un mois et après vire-le, quoi. Voilà. Parce qu'en fait derrière tu vas juste plus diffuser. Alors si tu es sur des secteurs géographiques ultra larges, que tu cibles des pays ou des zones économiques entières, là tu peux être tranquille, le temps qu'il ait viré toutes les IP d'un pays, t'as le temps. Par contre si tu es sur des zones géographiques très très restreintes, ça va poser problème. Et ça, pour moi, tu vas juste en fait plus diffuser. Donc voilà, ça dépend. Si tu es sur des petites zones géographiques, ça sert à rien, sincèrement, ou vraiment dans un très court laps de temps. Si tu es sur des ciblages à l'échelle de pays, c'est pas mal. Question suivante de Hugo, 10-15% de CTR ou de taux de conversion sur n'importe quel business. Sérieux, j'ai compris que la technique était secondaire et qu'il fallait surtout adapter les LP formulaires off positionnement en fonction des personas et limite changer de LP en fonction des différents mots-clés. Mais même avec ça, arriver à des CTR comme ça, avec un petit budget, waouh. Bon, déjà Hugo, merci pour ton message, ça me fait plaisir que tu parles justement de tout ce qui est LP, formulaire, off, positionnement. C'est la clé, je suis d'accord avec toi, il y a des marchés où avoir 10 ou 15% de CTR ou de CVR c'est impossible, mais j'ai envie de te dire, si quand même tu dois viser de manière globale des KPI qui sont pertinents, c'est ce qu'il faut que tu vises. Sincèrement, pourquoi ? Parce que en fait, au-delà de 10% de CTR sur le search, Google va juger ton annonce comme vraiment bonne en termes de score de qualité et au-delà de 15%, excellente. Donc tu vas avoir des 10 sur 10 un peu partout. Donc derrière, c'est un peu, tu vois, un cercle vertueux où tu vas avoir des meilleurs scores de qualité, donc tu payes moins cher, etc. Et donc tu as forcément des meilleurs rendements. Et taux de conversion, c'est pareil, ça va être plus tard des meilleurs taux de conversion, plus du coup ta convivialité de la page de destination va être plus élevée. Donc de base, au-delà de 10%, généralement Google est vraiment content. Parce que ça prouve qu'il y a une vraie adéquation entre ton offre et ta campagne marketing et ton audience. Donc c'est ce qu'il faut que tu vises. Après, je suis d'accord avec toi, il y a des marchés, c'est pas possible. Mais il faut voir d'où tu pars, tu vois. C'est-à-dire que si tu pars de 1% et que globalement, t'es pas très loin de la rentabilité, tu sais que globalement, ton marché il va plus être autour de 3% de CVR par exemple, ou de taux de clic. Par contre, si tu es à 8% et que tu n'es pas du tout rentable, clairement, tu dois viser minimum 15% tu vois, de taux de conversion ou de CTR. Parce que ça veut dire que ton marché il excelle vraiment à partir de ces grilles-là. Mais pour avoir vu beaucoup de marchés, la grosse moyenne ça se situe entre 10 et 15% de CTR et 10% de taux de conversion sur du search. Je parle pas du display. Alors, si on parle du display rapidement, Discovery et autres, il faut que tu vises minimum 1% de taux de transfo, de taux de conversion de ta LP sur du display, Discovery et tout. Au-delà de 2%, t'es vraiment bien. Si t'es à 2%, c'est vraiment cool. Et en CTR, pareil, 1% t'es bien, 2% t'es vraiment bien. Et Discovery, quand tu passes les 5%, c'est vraiment bien. Voilà. Après, encore une fois, c'est nuancé selon les marchés. Question d'Alexis. Bonjour Thomas, comment traquer une conversion sur un formulaire externe à WordPress avec lequel il n'est pas possible d'ajouter une page merci et dont les boutons ont la même classe? Merci beaucoup. Ouais, ça c'est un peu chiant, Alexis. J'ai une vidéo sur comment traquer les formulaires. Je te la mettrai en lien. Après, sincèrement, il y a 150 000 possibilités pour traquer des formulaires, il y a plein de variantes. Tout comme ton camarade précédent, si vraiment tu galères, pose les questions sur les groupes de Simoava et de Fedobrius. Tu vas avoir une réponse assez rapidement. Voilà. Vraiment, ces groupes-là, ils sont trop bien pour tout ce qui est tracking. Question de Nelly. Salut Thomas et merci pour cette vidéo. Je vais mettre en place tout de suite. Tu es super bien tombé. J'ai une question parallèle. Sais-tu si on peut mettre en place un envoi d'email de confirmation aux personnes qui ont rempli le formulaire sur la LP? Merci. Je suis désolé Nelly, je ne sais pas de quelle vidéo tu parles, en tout cas merci pour ton feedback. Oui carrément, en fait tu peux tout faire une fois que quelqu'un a rempli un formulaire chez toi. Ça dépend des outils que tu utilises. Tu peux le faire avec Zapier. Si tu vas sur Lead Studio, l'autre chaîne YouTube qu'on a, j'explique comment faire un envoi d'SMS et un envoi d'email via Zapier une fois que quelqu'un a rempli un form Unbound ou Typeform chez toi. Donc si tu utilises ces deux outils, tu peux. Après voilà, ça dépend vraiment de ce que tu utilises, mais avec Zapier, généralement, tu as tous les connecteurs quasiment des gros outils du marché, donc via Zapier, tu pourras le faire. Et il y a un tuto Zapier d'ailleurs sur Lead Studio si tu ne sais pas utiliser. Je pose ça là. Question d'Irina, merci pour cette technique. Donc là, tu parles de la mise en pause des campagnes Google Ads.
On fait quoi des groupes d'annonces dans la campagne? On les met pas non plus en veille. Alors ça fait le lien avec la vidéo que j'avais sur Web Market School qui était ne jamais mettre en pause vos campagnes Google Ads. Non, tu mets juste en pause ta campagne via les techniques que je recommande, t'as pas besoin de le faire sur des groupes d'annonces. Question de Nicolas et Thomas, corrige-moi si je me trompe, mais quand tu parles qu'au bout de 2-3 jours ça doit convertir, on est d'accord que c'est couvert d'un budget suffisamment élevé pour couvrir assez d'audiences différentes pour valider l'offre. Avec 10 € par jour et des CPC à 1 €, ça limite forcément l'apprentissage sans pour autant dire que l'offre n'est pas bonne. Donc là c'était sur la vidéo changer de mindset où j'ai expliqué que le succès est immédiat sur Google Ads. En fait si tu veux, oui Nicolas je suis d'accord avec toi que si tu as des petits budgets, ben ouais, il faut pas qu'en 24 heures tu changes. Il faut quand même que tu attendes 2-3 jours comme tu dis, mais c'est plus, encore une fois, sur la vidéo, c'est changer de mindset, c'est-à-dire que mets à la poubelle les discours de type ouais mais c'est la faute de l'algo, il y a un temps d'apprentissage, il faut attendre 2 semaines. Non, quand tu lances une nouvelle campagne, je te dis, le succès est immédiat et que il faut que tu itères sur ton offre le plus vite possible jusqu'à trouver le sweet spot où bah voilà, tu as une adéquation entre ce que ton audience recherche et ton offre. Donc bah voilà, après évidemment c'est à nuancer en fonction de ton budget, mais c'est juste garder ça en tête et juste foutre un coup de pied au cul à cette excuse de non mais c'est l'algo, non, le problème c'est toi, c'est ton offre et point barre quoi. Donc voilà, après voilà, le succès est immédiat encore une fois, garde-le en tête. Et quand tu as ça en tête, bah, tu sais s'il faut attendre un jour, 48 heures ou 72 heures, tu vois. Mais tarde pas trop en général si tu n'as pas de résultat à itérer sur ton offre. Allez, encore 2 questions. Bertrand, merci pour tes vidéos. Je suis justement en train de lancer ma campagne sur du changement d'assurance IMO. Beau marché. Mais je n'ai aucun clic, aucune dépense au bout de 5 jours, mon budget est de 15 € par jour. Est-ce la cause? Avec Johan qui nous dit intéressé par la réponse. Je vais vous la donner. Donc ça c'était sur la campagne petit budget. Comment lancer vos campagnes avec les 2 hacks que je vous présentais. Alors, bon, là c'est une réponse un peu qui va pas forcément te plaire Bertrand, c'est que tu es sur un marché où tu te bats contre des acteurs, ce que je vais appeler institutionnels, donc je peux te dire qu'ils tabassent des centaines de millions d'euros, voire des millions d'euros par an sur ces marchés-là. L'assurance IMO, c'est un marché monstrueux. Et en fait, faut dire que c'est tellement des vaches à lait pour Google, ces mecs-là, que en fait, Google va rarement privilégier les nouveaux entrants versus les acteurs institutionnels. En fait, ton problème, c'est clairement que t'as pas le bagage et le CV nécessaire pour que Google il a envie de diffuser. Donc, ce qu'il faut que tu fasses pour y arriver, c'est que tu tabasses plus cher que les acteurs institutionnels. Donc là, c'est quoi? C'est mettre des enchères de fou et que tu dépenses beaucoup d'argent sur un laps de temps très très réduit pour que Google ait envie de te privilégier, de te dire attends, peut-être qu'en fait toi tu fais partie justement du peloton de tête et que tu vas beaucoup dépenser. Donc j'ai envie de te diffuser. Faut pas oublier que c'est un système d'enchères à Google. Donc ouais, le problème c'est que t'es pas assez gros probablement et que j'espère que tu pourras assumer des pertes colossales au début pour te faire ta place. Mais sur ces marchés comme ça ultra concurrentiels, si t'as pas le budget et que t'es pas prêt à perdre au début un bon paquet d'argent, c'est pas la peine, tu vas galérer. C'est la réalité. Allez, dernière question de Iska, salut, ça aussi pour Facebook Ads, en rapport encore à ma vidéo sur changer de mindset. Bah oui, ça vaut d'autant plus sur Facebook Ads. Facebook Ads aujourd'hui, t'as plus le contrôle sur rien, t'as juste ton pixel et ton offre globalement. Donc oui, si sur Facebook Ads tu convertis pas ou t'as pas de rentabilité sur les premiers jours, c'est pas Facebook le problème, c'est toi. Donc il faut que tu changes tes créas, il faut que tu changes ton offre. Franchement sur Facebook on en fait pas mal en génération de prospects. Sur la partie Lead Studio et c'est juste ouf de voir que pour un ciblage identique, quand tu changes des axes marketing, que tu changes ta LP ou tes lead forms et tout, comment tu peux avoir des résultats qui font x10 ou qui sont divisés par 90%, tu vois. Donc ouais, Facebook Ads clairement c'est encore pire que Google en fait, parce qu'il y a vraiment plus de technicité, donc c'est ton offre, un point c'est tout quoi. Donc oui, travaille tes offres, travaille tes créas, jusqu'à ce que ça marche. Tout simplement. J'espère que ça t'aide. Voilà pour cette petite séance de FAQ. J'espère que ça vous plaît comme format. Dites-moi. Si vous voulez que je réponde à vos questions dans un autre format, dites-le moi également en commentaire. C'est des formats de test. En tout cas, j'espère que ça vous aide. Ça vous donne un peu des billes pour progresser, comme toujours, qui est le but d'ailleurs de Web Market School. Vous aider à devenir meilleur sur Google Ads et à pas vous faire plumer. Donc voilà, dites-le moi en commentaire. Continuez à me partager des questions sur le FAQ du Discord et en commentaire de vidéos de YouTube. Je me referai un petit FAQ dans un futur proche et j'essaierai d'itérer en fonction de vos feedbacks. Voilà, bon courage à tous, j'espère que ça vous a plu. Quant à moi, je vous souhaite une bonne optimisation de vos campagnes Google Ads et je vous dis à très vite pour un nouveau FAQ. Ciao!